Quand mes parents m'ont renoncé. À 13 ans, mon oncle riche m'a recueilli. 15 ans plus tard, maman est arrivée à la lecture de son testament, s'attendant à un héritage de plusieurs millions de dollars. Alors je me suis levé. L'avocate est entrée et s'est figée. Ma mère est entrée dans la salle de lecture du testament, vêtue d'une robe noire. Avec l'étiquette de prix encore attachée. Pas une petite étiquette, le genre qui vient sur une attache en plastique et pend au dos du col, blanche sur tissu. Noir, 189,99 $ en lettres rouges grasses. Elle ne l'avait pas enlevé. Sandra Myers ne jetait jamais rien qu'elle pourrait encore retourner. Elle n'avait pas été invitée. La salle de conférence de Hargrove, Lint & Associates, au 14e étage, au centre-ville de Seattle, avec des fenêtres allant du sol au plafond. Donnant sur le détroit, contenait 47 personnes lorsqu'elle a franchi la porte. Les gérants immobiliers d'Harold, ses comptables, 3 représentants d'organisations caritatives qu'il avait soutenues pendant des décennies, une sténographe judiciaire dans le coin dont les doigts reposaient déjà sur ses touches, des avocats dans les 2 premières rangées avec le calme particulier. Des personnes qui ont assisté à suffisamment de procédures successorales pour ne plus être surprises par quoi que ce soit, et moi, Diana Myers Calloway, 31 ans. Seule héritière, seule exécutrice testamentaire. Directrice financière de Calloway Holdings depuis 3 ans, assise à la table à l'avant de la salle avec le stylo plume en laiton d'Harold dans la poche de ma veste et un dossier que je n'avais pas encore ouvert. Ma mère a balayé la pièce du regard. Elle m'a trouvé. Quelque chose a traversé son visage. Un réajustement, bref et entraîné, le genre d'ajustement que fait un artiste expérimenté lorsque le public est plus nombreux que prévu. Puis elle a affiché le sourire qu'elle utilise lorsqu'elle veut que la pièce comprenne qu'elle y a sa place, et elle s'est dirigée vers un siège vide dans la 3e rangée, hochant la tête aux étrangers comme s'ils étaient des personnes qui connaissaient déjà son nom. Elle n'avait pas été invitée. Elle s'est assise quand même. Et j'ai pensé, bien sûr qu'elle l'a fait. Je dois remonter 15 ans en arrière, parce que cette histoire ne commence pas dans une salle de conférence. Elle commence à une table de dîner à Medford, en Oregon, avec une lettre de bourse et une main claquée à plat contre le bois. Je m'appelle Diana. Je suis l'aînée des 2 filles de Richard et Sandra Myers. Richard, qui a installé des systèmes CVC pendant 20 ans, puis a géré d'autres personnes qui installaient des systèmes CVC. Sandra, qui vendait du mariquet à temps partiel et gérait l'économie émotionnelle de la famille à plein temps, avec une précision qui aurait impressionné un actuaire si elle avait été appliquée à quelque chose de productif. Ma sœur Tiffany a 3 ans de moins. Tiffany est ce qui arrive quand une famille décide, tôt et sans discussion, qu'un enfant est l'investissement et l'autre est l'infrastructure. Elle n'était pas méchante exactement, elle était juste habituée à recevoir. Comme les gens qui ont toujours reçu des choses y sont habitués, sans le remarquer, sans culpabilité, avec une sorte d'attente joyeuse que la chose suivante arriverait aussi. J'étais l'infrastructure. J'avais compris cela de la manière silencieuse dont les enfants comprennent l'architecture de leur famille, depuis que j'avais environ 9 ans. Je ne le regrettais pas, particulièrement. Je m'y suis adapté. Je suis devenu excellente dans les bibliothèques publiques, le matin tôt, à faire les choses sans qu'on me le demande, parce que demander créait des frictions, et que les frictions étaient coûteuses d'une manière que ma famille ne pouvait pas se permettre. J'ai découvert pendant ces années que j'étais vraiment douée pour les chiffres, pas seulement compétente, douée, le genre de douée que les professeurs remarquent et écrivent dans les lettres de recommandation. À 13 ans, j'ai écrit un essai à la bibliothèque publique. Nous n'avions pas d'imprimante, alors j'ai utilisé celle de la bibliothèque, qui coûtait 14 cents la page, et j'ai postulé pour une bourse d'été à l'Université d'État de Portland. 6 semaines d'études accélérées pour les collégiens très performants. J'ai écrit sur l'atelier de mon grand-père Walter.
Et la façon dont les chiffres devenaient physiques quand on les voyait dans le contexte des choses en construction. On m'a dit plus tard que le comité de sélection avait fait circuler mon essai. Avec des annotations spécifiques. On m'a décerné la bourse un jeudi. Ma mère m'a fait asseoir à table le dimanche suivant. Je veux vous dire que je savais ce qui allait arriver. Je ne savais pas. J'avais 13 ans, j'avais écrit un très bon essai, et je croyais sincèrement, comme les jeunes de 13 ans qui font tout bien. Croient que faire tout bien suffirait. Tiffany en a plus besoin, a dit ma mère, pour son CV universitaire. Une bourse. Comme celle-ci sur une candidature au lycée. Elle a fait une pause ici pour effectuer le calcul, la performance spécifique d'une femme qui examine quelque chose qu'elle a déjà décidé. Tu sais ce que cela signifierait pour elle? J'ai dit non. Le bruit que la main de mon père a fait sur la table n'était pas une gifle. C'était un coup sec. Paume vers le bas, pleine force, les couverts sautant. Réponse, un acte contrôlé d'emphase physique conçu pour mettre fin à la conversation plutôt que de la poursuivre. Si tu ne peux pas faire passer la famille en premier, a dit ma mère. Ses yeux étaient déjà humides. Elle peut faire ça. Produire des larmes en environ 30 secondes après avoir décidé qu'elles sont nécessaires. J'avais grandi en regardant cette compétence être déployée, et je n'avais jamais entièrement compris si c'était conscient, ou si c'était simplement devenu un réflexe après suffisamment d'utilisation. Si tu ne peux pas faire passer la famille en premier, tu n'as pas ta place dans cette maison. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fait mon sac de sport, 2 tenues de rechange, mon bon pull, des sous-vêtements, ma carte de bibliothèque, et la lettre de bourse du réfrigérateur, parce que je ne la laisserai pas derrière moi. J'ai appelé mon amie Mélissa. Elle a dit que je pouvais dormir sur son canapé. J'ai dit merci et j'ai marché 3 pâtés de maison dans l'obscurité d'octobre et je me suis assise sur le canapé de Mélissa et je n'ai pas pleuré, ce qui était un effort physique que je ne peux pas décrire entièrement. C'était un dimanche soir. Lundi matin à 8h47. Une voiture que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée devant la maison de Mélissa et n'a pas klaxonné. Je dois vous parler d'Harold. Harold Myers était le frère aîné de mon père. Il avait 51 ans lorsqu'il a conduit 4 heures depuis Seattle pour s'asseoir devant une maison à Medford. Sans qu'on lui demande, sans klaxonner, sans rien exiger de moi, sauf que je décide si je devais ou non marcher vers lui. Il n'était pas riche de la manière dont les gens imaginent la richesse. Il n'était pas flashy. Il portait une veste Carhartt qu'il avait depuis les années 90. Il conduisait une Volvo de 7 ans qu'il entretenait impeccablement, parce qu'Harold entretenait les choses. Il avait construit Callaway Holdings, principalement des propriétés commerciales, plus une filiale logistique qu'il avait lancée en 2003. Grâce à la combinaison spécifique de patience, de précision et de volonté de faire le travail ingrat que d'autres externalisaient. Que la façon de savoir que quelque chose est vrai et qu'il tient la route quand on le teste, et il appliquait ce principe aux bâtiments, aux chiffres et aux personnes avec une cohérence égale. Il m'a regardé quand je suis sorti avec mon sac de sport. C'est tout, a-t-il dit. C'est tout. Il a ouvert la porte du passager. Nous allons à Seattle, a-t-il dit. Tu peux revenir si tu veux. Mais cette nuit tu dors dans un lit. Nous avons conduit 3 heures avec la radio à faible volume. Il m'a acheté un grillé cheese dans un dîner en dehors d'Olympia, le genre d'endroit avec des menus plastifiés et des tasses qui contiennent trop de café. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il savait déjà ce qui s'était passé, ou en connaissait suffisamment la forme pour que les détails n'aient pas d'importance. Il m'a inscrite à l'école cette semaine-là, une école privée à Seattle, petite, rigoureuse, le genre d'endroit qui prend au sérieux l'idée que les enfants de 13 ans sont capables de pensées sérieuses. Il a payé les frais de scolarité sans en discuter,
ce qui était la façon dont Harold payait les choses, une fois la décision prise et avant que je puisse argumenter. Pour mon 14e anniversaire, il m'a offert un stylo plume en laiton, lourd, gravé sur le corps de ses initiales, HMC, et sur l'agrafe d'une date, 1986, l'année où il avait fondé l'entreprise. Utilise-le pour les choses qui comptent, a-t-il dit. Je l'ai utilisé tous les jours. Je l'ai utilisé pour signer mes formulaires d'inscription, mon premier bail, et mon premier contrat. Je l'ai utilisé pour prendre des notes dans les cours de finance que je suivais. Le soir, tout en travaillant pour Harold pendant la journée, commençant comme analyste junior, passant à associé, puis à directrice, puis, à 28 ans, il y a 3 ans, à directrice financière. Harold a signé ma lettre de nomination au poste de directrice financière, de l'autre côté de son bureau, un mardi après-midi. Puis il a pris le stylo que j'utilisais et l'a regardé un instant. Gardez-le, a-t-il dit, et me l'a rendu. Il y a un dossier que j'ai laissé à Margaret. C'est pour après. Je n'ai pas demandé quel dossier. Je n'ai pas demandé ce que après signifiait. Harold avait 72 ans. Il avait eu un léger incident cardiaque 2 ans auparavant, qu'il avait qualifié de désagrément, et son cardiologue d'avertissement. Nous comprenions tous deux ce à quoi après faisait référence, et avions tacitement convenu d'opérer entre-temps, comme si c'était une éventualité lointaine. 3 mois plus tard, je l'ai trouvé dans sa chambre à 6h20 du matin, la lampe encore allumée. Un livre de Robert Caro ouvert sur sa poitrine à la page 203. Son visage était entièrement paisible. Il était mort, m'a dit plus tard le médecin légiste, entre minuit et 2h du matin. Dans son sommeil, sans détresse, ce dont j'ai dû me souvenir lors de nuits particulièrement difficiles où j'oubliais qu'il était parti. Les funérailles ont eu lieu un samedi, dans une chapelle du quartier de First Hill qu'Harold avait fréquenté pendant 30 ans. Le service était privé, je l'avais explicitement indiqué comme privé, dans une chapelle du quartier de First Hill qu'Harold avait fréquenté pendant 30 ans. Le service était privé, je l'avais explicitement indiqué comme privé, avec une liste d'invités d'environ 60 personnes. Des collègues, des locataires de longue date, des membres des conseils d'administration caritatifs où il avait siégé. Quelques amis proches. Ma mère est arrivée 14 minutes après le début du service. Elle n'avait pas été invitée, elle n'était pas sur la liste. Elle a dit à la personne à l'entrée qu'elle faisait partie de la famille, ce qui était techniquement exact, de la même manière que beaucoup de choses techniquement exactes obscurcissent plutôt qu'elle ne révèle la vérité. Elle portait un manteau sombre et l'expression qu'elle utilise lorsqu'elle a décidé d'être perçue comme en deuil, qui a une qualité spécifique, le menton légèrement relevé, les yeux d'une douceur moyenne. La suggestion d'une contenance maintenue avec effort. Elle s'est dirigée vers un banc près du milieu et, en 90 secondes, s'était présentée au couple à côté d'elle comme la chère belle-sœur d'Harold. Pratiquement de la famille. Ils étaient si proches. Elle avait rencontré Harold lors de 4 événements familiaux en 15 ans. Ma sœur Tiffany se tenait près du fond, son téléphone légèrement incliné vers le haut. L'angle d'une personne qui filme sans en avoir l'air. Plus tard ce jour-là, elle a posté sur Instagram, disant au revoir à un homme vraiment formidable. Le monde était meilleur pour l'avoir eu. 214 likes. Un commentaire de quelqu'un que je ne connaissais pas. Je pense à vous et à votre famille. Je n'ai pas approché ma mère pendant le service. Je ne lui ai pas parlé. J'ai enregistré sa présence comme on enregistre la météo. Comme une condition de l'environnement. Quelque chose à prendre en compte sans lui accorder plus d'attention qu'elle ne le mérite. Les SMS ont commencé 3 jours après les funérailles. Chérie, le sang et le sang. Nous devons parler de la succession d'Harold. Ton père était le frère d'Harold. Cela signifie quelque chose légalement, Diana.
Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais la famille se rassemble dans des moments comme celui-ci. Appelle-moi. Chacun arrivait avec le timing particulier de quelqu'un testant la latence de réponse. Pas tout à fait quotidien. Espacé suffisamment pour suggérer le désinvolture. Assez fréquent pour maintenir la pression. Je les ai tous lus. Je les ai tous sauvegardés. J'ai transmis chacun à Margaret Hargrove, associée principale chez Hargrove, Lint et Associates, 31 ans en droit successoral. Avocate d'Harold depuis 1997, avec une seule ligne à chaque fois pour le dossier. Margaret a répondu une fois, a déjà son propre onglet. Petite pause, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Puis j'ai ouvert le dossier. Le dossier d'Harold était dans une enveloppe cartonnée dans le coffre-fort du bureau de Margaret, scellée avec une bande de ruban adhésif et mon nom écrit sur le sceau de la main d'Harold. L'écriture délibérée et architecturale d'un homme qui avait appris à écrire à une époque où la clarté était considérée comme une courtoisie. À l'intérieur, une lettre, 3 pages, manuscrite, des deux côtés du papier, datée du 14 juin 2024, le jour même où il avait signé la version finale de son testament. Et sous la lettre, 11 enveloppes, format commercial, blanche, légèrement jaunie. Sur les bords, l'adresse de retour de mon père sur chacune, oblitérée. Entre 2010 et 2024. J'ai regardé ces enveloppes longtemps avant de les ouvrir. J'ai ouvert la première, puis la seconde, puis la troisième. À la quatrième, j'avais compris la forme de ce qu'elles étaient. Mon père avait écrit à Harold 14 fois en 15 ans, non pas pour maintenir la relation, ni pour échanger des nouvelles ou prendre des nouvelles, ni pour faire aucune des choses que des frères pourraient théoriquement faire sur une longue distance. Il écrivait pour demander de l'argent. Chaque lettre avait la même architecture de base, une ouverture qui établissait une certaine chaleur, un virage vers les difficultés, et une demande, spécifique, calculée, toujours présentée comme temporaire. 9 des 14 lettres me mentionnaient par mon nom, non pas comme quelqu'un qu'Harold pourrait vouloir connaître, mais comme quelque chose avec quoi négocier. Sandra a mentionné que Diana pourrait vouloir vous rendre visite si vous pouviez nous aider avec la situation de l'hypothèque. C'était en 2013. 3 mois après que j'ai déménagé à Seattle. J'avais 13 ans et mon père m'utilisait comme garantie dans une lettre à l'homme qui venait de me donner un foyer. Je pense que Diana bénéficierait d'une relation avec sa sœur. Peut-être que si nous pouvions trouver une solution concernant le paiement de la voiture, nous pourrions organiser quelque chose. 2016, Harold, je sais que les choses ont été tendues, mais Diana est avec vous. Et je pense qu'elle voudrait que nous soyons dans une meilleure position. Si vous pouviez aider avec la situation fiscale cette année. 2019. J'ai lu les 11 lettres en une seule fois à la table de la cuisine de la maison d'Harold, ma maison maintenant, même si elle ne me semblait pas encore là. Mienne, et je suis restée assise dans le silence longtemps après. Puis j'ai lu la lettre d'Harold. 3 pages. Sa voix sur la page exactement comme elle était. En personne. Directe, précise, avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui ne joue pas là. Chaleur parce qu'il n'en a pas besoin. Il a écrit sur le moment où il avait entendu parler pour la première fois de mes parents, un appel de ma mère, pas de mon père, la semaine après mon emménagement, expliquant qu'ils y avaient réfléchi et que je pouvais rentrer à la maison si je m'excusais. Il a écrit sur sa réponse, qui était que je n'avais rien à me reprocher. Il a écrit sur la première lettre de mon père, arrivée 6 semaines plus tard. Et la clarté particulière qui l'accompagnait sur ce que son frère comprenait par amour. Il a écrit sur le fait de me voir construire, à travers l'école, à travers les années d'analyste, à travers les responsabilités progressives. Il a écrit sur la nomination au poste de directrice financière avec un humour sec que je reconnaissais. Tu faisais déjà le travail.
J'ai finalement juste rendu le titre précis. Puis, le dernier paragraphe. Je l'ai lu tant de fois que je pourrais le réciter dans le noir sans vérifier. Ton père t'a abandonné une fois, puis a décidé que tu avais de la valeur quand j'avais de l'argent, et a passé 14 ans à essayer de monnayer une relation qu'il avait abandonnée. Je veux que tu comprennes quelque chose clairement. Je n'ai jamais abandonné, pas un seul jour, pas pour une seule lettre de ton père ou un seul appel de ta mère ou un seul post Instagram de ta sœur. Diana, tu n'as jamais été la remplaçante. Tu as été celle qui s'est présentée. Le stylo est à toi. Utilise-le. J'ai lu cela 3 fois. La 3e fois, mes mains n'étaient pas tout à fait stables, ce que j'ai remarqué avec l'intérêt détaché de quelqu'un observant ses propres réactions à courte distance. Puis j'ai appelé Margaret Hargrove. Invitez-les à la lecture, dis-je. Tous. Les 3. Un silence sur la ligne. Diana, êtes-vous certaine? Fixez-la. Au 14, la procédure complète. Sténographe judiciaire, tous les représentants de la succession. Envoyez-leur une invitation formelle. D'accord, une autre. Pause. Je m'assurerai que nous ayons suffisamment de chaises. Le 14 tombait un jeudi. Je suis arrivé chez Hargrove Linton Associates à 8h45. Margaret m'a rencontré. Dans le hall, 62 ans, cheveux gris argentés, l'allure d'une femme qui a vu plus de successions contestées qu'elle ne peut en compter, et n'a jamais une seule fois élevé la voix dans une salle de conférence, car elle n'en a jamais eu besoin. Elle était l'avocate d'Harold depuis l'année de ma naissance, ce qui est une longévité que je trouve discrètement extraordinaire. La salle est prête, a-t-elle dit. La sténographe judiciaire est en place. La documentation de capacité est dans le dossier sur la table. Le rapport du médecin. L'enregistrement vidéo de l'examen, les déclarations de témoins notariés. Combien de personnes? 47 confirmés. On m'a aussi informé que votre père avait retenu les services d'un avocat.